Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes à Koulé, à Bofa-Centre, mais aussi à Bokeh, à Kamsa, à Sangaredi. Merci de nous choisir. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nous poursuivons l'interview avec M. Sidia Touré, président de l'UFR, ancien Premier ministre. Ces questions qu'on va lui adresser. Pourquoi l'opposition politique rejette-t-elle la date du 18 octobre proposée par la CENI pour la tenue de l'élection présidentielle 2020 en Guinée? Comment obtenir la satisfaction de l'ensemble des conditions posées par cette opposition politique dans une déclaration rendue publique hier, avant donc d'aller à ce rendez-vous électoral? Une manifestation du FNDC projetée pour le 8 juillet. Pour quel but exactement? M. Sidia Touré donc continuera de répondre aux questions des grandes gueules. Et puis lutte contre la pandémie du Covid-19, alors que s'amorce en Guinée la deuxième phase du plan de riposte économique concocté par le gouvernement. Une jeune entreprise locale propose une nouvelle solution du nom de Smart Désinfectant. En réalité, un tunnel de décontamination et de désinfection. On va en savoir plus vers la fin de cette émission avec Mohamed Souaré. Il est développeur chez C-Soft, Continental Soft, donc qui a mis en place ce dispositif. Avant de continuer, avant de redonner la parole à M. Sidia Touré, vos réactions dans cette émission, très très nombreux à réagir ce matin à nos sujets. D'abord, ceux qui sont passés par Twitter. On y va avec cette première réaction de Abou Kerouan Keita, qui nous dit ceci ce matin. Bonjour Abouakar, c'est dommage en Guinée, c'est vraiment irresponsable et anodin que certains jeunes se manifestent devant le domicile privé de Kori. Il n'est ni ministre de l'énergie ni des travaux publics. Vraiment, l'analphabétisme a dominé ce pays, nous dit Abou Kerouan Keita. On y va toujours sur le hashtag Espace GG avec Habib Benjamin Camara. Bonjour les GG, Aboubacar mon cher, j'espère que vous devriez donner le temps aux autres de terminer leurs phrases, les interrompre chaque fois qu'ils prennent la parole, n'aide pas les auditeurs à comprendre leur position cordialement. Habib Benjamin Camara qui nous envoie ce message. On y va avec cet autre Hamid le Guinéen. Bonjour les GG, bonjour Titi. C'est nos dirigeants actuels qui ont sémé le gène de la violence à nous pour être écoutés sur nos propres droits. Il te faut les réclamer avec violence, sinon tu ne seras jamais pris au sérieux. Sinon, le Guinéen d'avant était pacifique, selon Hamid le Guinéen. On continue avec ces internautes, ces auditeurs sur hashtag Espace GG. Bonjour, c'est Mohamed Guinéen Condé. L'opposition doit se montrer intelligente et stratège lors de cette présidentielle, sinon elle participera à sa propre destruction organisée et entretenue par le président Alpha Condé. Poser des conditions impossibles signifie la boycotter sur toute la ligne, estime Mohamed Guinéen Condé. On y va avec cet autre, c'est Noumou qui nous dit ceci. Bonjour les GG, comment comprendre pendant que nous sommes dans le noir, un dirigeant se permet d'allumer son groupe qui dérange tous ses voisins? C'est inacceptable. Matoto a envoyé un message fort à nos gouvernants. C'est Noumou qui nous envoie ce message. On poursuit toujours avec ces auditeurs sur hashtag Espace GG avec cette fois-ci Raoul. Bonjour à Bakar et bonjour à toute l'équipe. Kori est complètement déconnecté de la réalité de son quartier. Comment comprendre pour une simple revendication? Il y a au moins 20 interpellations et plusieurs blessés, certains par balle. C'est dommage, nous dit Raoul ce matin. On y va toujours avec cet autre, c'est Esdinov. Une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Ils vivent en roi et prince avec leur famille, alors qu'il y en a qui n'ont même pas de quoi se mettre sous la dent.
car quand la loi est injuste, désobéissance civile est un devoir à méditer. C'est Esdinof qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est Siba Engagé qui nous dit ceci: les habitants des Rabitaya avaient raison de manifester. Claude Cory, avec son statut, pouvait bel et bien faire quelque chose dans son quartier, mais hélas, ils sont nombreux, ces cadres insensibles aux préoccupations du bas peuple qui serrent la ceinture pour les nourrir. C'est Siba Engagé qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions sur hashtag Espace GG avant de basculer sur les autres plateformes. Silla Boubacar Sidiki: bonjour à tous. C'est vraiment désastreux pour le pays si la violence devient source de solutions. Le gouvernement n'écoute que le langage de la rue. La Guinée ne mérite pas du tout cela. Aboubakar Sidiki Silla depuis Lambani qui nous envoie ce message. Un dernier sur hashtag Espace GG avec cet auditeur, c'est Bounanfara Bré Koulibaly. Bonjour les GG, je ne suis pas du tout d'accord avec l'État qui ne prête l'attention aux cris de cœur de la population qu'après le carnage n'attend pas que le pire arrive pour prendre sa responsabilité. Pourquoi attendre demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Il pose la question. Bounanfara Bré Koulibaly qui donc nous envoie ce message. On y va avec d'autres réactions. Ils sont très nombreux à réagir. On tombe à l'instant sur cette réaction d'Alpha Moussa Makadjabi. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Feu Jean-Marie Doré n'avait pas tort en disant ceci: l'opposition guinéenne est la plus bête en Afrique. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas fini de digérer la date du 22 mars. Ils posent la question: la Guinée ne s'arrêtera jamais. De la manière, ils se sont écartés des législatives et du référendum. Ils sont libres de s'écarter pour la présidentielle. Pendant ce temps, l'UFDG peut continuer à se faire berner par l'UFR, nous dit ce matin Alpha Moussa Makadjabi. Tanga Suleiman, bonjour les GG, bonjour Abakar. Les Guinéens doivent apprendre à se manifester sans violence, car la violence a toujours des participants, mais jamais des témoins. Et nous dit ce matin Tanga Suleiman. Sinani qui nous écrit également ce matin: bonjour Aboubakar à toute l'équipe des GG. Manifester est un droit, mais s'introduire dans la maison d'un citoyen pour les actes de vandalisme est un crime. Cory Kondiano n'est pas le directeur de l'EDG ni le ministre de l'énergie. Une simple manifestation sans violence pouvait attirer son attention. Halte à la violence. Sinani, donc du RPG Arc-en-Ciel, qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions. On va en prendre trois dernières avant de poursuivre cette émission. On y va avec Aboubakar Sako, qui est journaliste. Bonjour les GG. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec mon confrère Jacques Lewaleno. Méfions-nous de faire l'apologie de la violence. Rien ne saurait justifier ce qui s'est passé à Matoto, à Rabitaya. Cory n'est en rien responsable du manque de courant dans son quartier. Et même si tel était le cas, l'on ne saurait se faire justice soi-même. Combattons l'esprit d'assistanat dans notre pays. Non, je ne sais pas de quel esprit d'assistanat il parle. Ce n'est pas parce qu'il y a eu coupure de courant dans le quartier qu'on va interdire aux nantis d'allumer leur groupe électrogène. C'est vrai que tout le monde n'a pas le courant en Guinée, mais reconnaissons le peu que la gouvernance d'Alpha Condé a fait dans ce domaine. C'est Aboubakar Sako, journaliste, qui nous envoie ce message. Cet autre, Youssef du PEDN, il ne peut y avoir d'élection sans toilettage du fichier électoral, le rétablissement de la Constitution de 2010 et le renoncement d'Alpha Condé à sa candidature. C'est déplorable qu'il y ait eu des manifestations à Kankan et à Farana pour réclamer l'électricité sans qu'aucun manifestant n'ait été égratigné, alors que ceux de Conakry et d'autres villes reçoivent des balles pour avoir réclamé leurs droits. L'injustice est de nos jours garantie par l'État. Youssef Kaba depuis le Sankara qui nous envoie ce message donc en séjour dans le Sankara. Un dernier, avant de poursuivre cette émission, le temps pour notre réalisateur donc de rappeler M. Sidia Touré, oui c'est déjà fait. Bonjour à Aboubakar Bigop Kaba, le décret est un pouvoir discrétionnaire du RPG, mais la question que je me pose, y a-t-il pas eu de vice de procédure? Il pose la question. À mon avis, c'est quand le PM dépose sa lettre de démission et celle de son équipe et que le PRG prend acte et décide de reconduire le même PM tout en procédant à un changement interne de son équipe. On appelle ça remaniement ministériel. Mais ce que l'on n'a pas vu, là, c'est un renouvellement de clans mafieux et corrompus
Abouaka Bigop Kaba qui nous envoie ce message. On poursuit cette émission avec vous, Antoine. Notre invité est de retour. Monsieur Sidia Touré, nous parlions de cette hémorragie constatée à l'UFR par rapport aux vagues de démission. Après, avant... C'est une hémorragie, Antoine. Attendez que je pose mes questions. Bien, allez-y. Avant Badra Koné, il y a eu tout de même le départ de Dean Touré, qui était votre président au niveau du Parlement. Il y a eu la présidente des femmes du côté de Forécaria qui a tout de même claqué la porte. Il y a eu récemment 10 jeunes qui ont rendu public une lettre de démission, qui sont tous partis. Au regard de tout cela, comment est-ce que le président que vous êtes comprenez ces différentes décisions de vos cadres? Franchement, il n'y a rien du tout. Il se passe rien à l'UFR. Ceux dont vous parlez, je ne sais pas, 10 jeunes gens, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Ils n'ont aucune position dans les structures de notre parti. Mais je pense que ça fait plaisir quand tu vas voir Alpha Condé pour dire, voilà, j'ai réussi à faire ça à l'UFR, j'ai réussi à faire ceci, cela. Voilà les raisons. Sinon, franchement, nous n'avons pas bougé. Nous continuons de travailler. Reconnaissez tout de même, M. Touré, que ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont participé à la vie du parti. On remarque aussi l'absence depuis quelque temps de Béatrice Dupuntu, qui est tout de même l'une des femmes. Mais monsieur, si vous prenez ça, oui. Moi je connais des gens du RPG qui avaient quitté le gouvernement. On parle de l'UFR, M. Touré. Bon, en attendant, je dis, ça ne nous pose aucun problème. Mais ça fait beaucoup de noms quand même qui sont en train de partir. Mais ça fait rien, peut-être que demain vous venez vous inscrire pour combler ça. Alors, il y a cette question quand même d'un de vos ex-collaborateurs, à la personne de Badra Koné. Bonjour, pour tout le respect que je dois à M. Sidia, demander lui s'il m'a donné de l'argent pour venir à l'UFR, alors que l'argent m'attendait de l'autre côté. Ma conviction politique est plus grande que l'UFR. Qu'est-ce que vous répondez, M. Touré? Franchement, écoutez, je ne suis pas venu débattre avec les gens. Je suis venu à l'espace pour discuter avec les journalistes. Je ne sais pas de quoi il s'agit et je n'ai pas envie de parler de tout cela. Voilà. Bien, c'est votre droit. Allez-y, Alphonse. Pour terminer avec cette histoire de démission, Monsieur Sidia, selon des indiscrétions que moi j'ai reçues, vous avez plutôt cherché Badra, qui était en train de devenir une vraie menace pour votre place au sein de l'UFR. Écoutez, moi j'ai pas fondé l'UFR, il faut qu'on s'entende bien là-dessus. J'ai été élu président de ce parti. Si quelqu'un d'autre veut être élu, il vient au Congrès et puis se fait élire, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais je suis désolé, ce dont vous parlez, je n'ai jamais entendu parler de cela. Ça n'a aucune espèce de début de réalité. Alors, de grâce, il ne faut pas rêver aussi, quoi. Voilà. En définitive, M. Sidia, la plupart des personnes qui partent vous accusent de ne pas être un bon manager au sein du parti. C'est le reproche qui est souvent fait. Ah, mais peut-être dans ce cas, le congrès du parti me sanctionnera. Voilà, pas de problème. Bien, Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, en direct dans cette émission Grand Oral. Oui, mais pour terminer avec cette question, Monsieur Touré, on assiste quand même à une sorte de saignée ces derniers temps. Comment alors expliquez-vous tous ces départs au même moment? Est-ce que vous sentez une main noire, notamment de la mouvance derrière? Et si c'est le cas, pourquoi c'est l'UFR qui serait quand même la cible privilégiée? Bon, voilà, ça c'est peut-être une bonne question, mais ça là, c'est une très bonne question parce qu'actuellement, il n'y a pas une zone de la Guinée où on n'est pas en train de démarcher les responsables de l'UFR. Il y a des gens qui ont des calculs en tête et qui se disent que le parti à abattre, c'est celui qui est le plus transversal et qui a un leader qui peut peut-être faire ceci ou faire cela. Mais ça c'est courant, c'est tous les jours qu'on apporte nos gens, qu'on leur donne de l'argent, qu'on essaie de leur proposer des postes. Ce que vous dites là comme une saignée, moi j'ai 72 personnes dans mon bureau exécutif. S'il y a une ou deux personnes qui sont parties, je ne vois pas en quoi cela va gêner le parti, surtout que je n'ai aucune connaissance du fait qu'ils tiennent une structure importante quelque part. Donc franchement, ce n'est pas important, mais la réalité, c'est ce que vous dites. Il y a des démarches dans ce sens. Il y a des gens qui se sont organisés à côté du président Alpha Condé, rien que pour cela. Mais je leur souhaite bon vent, c'est tout. Oui. Alors, Monsieur le Président, depuis 2018, vous avez quitté le poste de haut représentant du chef de l'État. Le président de la République a quand même pensé qu'il fallait remettre quelqu'un d'autre. Comment d'abord vous percevez ce poste? Est-ce qu'il a vraiment une utilité? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que vous viendrez passer le témoin à Kori Kondiano? Écoutez, vous oubliez là, on a nommé un autre haut représentant après mon départ, hein. Mon ami Alassane Condé a été nommé après moi, donc je n'ai rien à parler. Alassane Condé.
Voilà, donc il faut... Bon, on n'a pas appris. On n'a pas appris. Ah, si. Ah, ben voilà, c'est que peut-être c'était secret. Toujours est-il que je ne vois pas ce qu'il y a à passer, mais... Les grandes gueules. La réalité du problème, c'est que, quel que soit le poste comme celui-là qui se fait aux côtés du chef de l'État, l'objectif, c'est vraiment d'en donner une certaine rentabilité pour aider à la gestion la plus vertueuse de l'économie du pays, des situations économiques. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas travailler avec Alpha Condé de quelque manière que ce soit. C'est ça la réalité. Je l'ai bien écrit dans ma lettre de démission. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai proposé des tas de dossiers qui ne sont jamais passés. L'électrification, quand j'entends les gens crier à Cancan en train de protester pour le manque d'électricité. On avait un projet avec la Côte d'Ivoire en 10 mois. On avait toute cette zone qui était électrifiée 24 heures sur 24. Cancan, Kérouané, Mandiana, jusqu'à Yomu. Alors, ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien. Voilà pourquoi je dis, bon, on va à Cori, que je connais très bien. Pour le reste, avec Alpha, il n'y a pas de solution. Bien. Monsieur Sidya Touré, président de l'UFR, en direct dans cette émission. Nous changeons justement de sujet. La présidentielle. Alors, la dernière annonce donc d'une proposition de date qui tombe sur le 18 octobre 2020 pour l'organisation de la prochaine présidentielle. La proposition a été faite par la CENI. On attend désormais une validation ou non par décret présidentiel. Quel est votre regard sur cette date? D'abord, est-ce qu'elle vous paraît, si vous voulez, tenable? Le problème, tenable ou pas tenable, c'est la manière dont les choses se passent. Nous sommes quand même un parti politique important qui avons l'habitude de participer au débat politique. On a des représentants à la CENI, on avait des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons passé 3 ans de 2010 à 2013 à nous battre dans la rue pour obtenir qu'on nous organise des élections législatives. Et après, on a mis 8 ans pour les élections communales. On ne peut pas nous accuser de boycotter quoi que ce soit. Les élections législatives, nous avons dit, nous n'acceptons pas l'idée qu'il y ait le référendum et les législatives ensemble. Et la manière dont ça se passe, notamment en ce qui concerne le fichier, nous l'avons recusé pour des raisons évidentes. La preuve, c'est que tout le monde est venu de l'extérieur, CEDEAO, OIE, pour nous donner raison. À partir du moment où on nous a donné raison, on dit oui, d'accord, vous avez raison, mais vous ne participez plus aux élections. Donc arrêtez de parler de boycott. On ne nous a pas permis de participer aux élections législatives. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, on prend encore des délais. On les découpe. On ne respecte pas les possibilités d'affichage. On marche sur les délais qui ont été créés et qui sont dans le code électoral et on fixe une date. Mais pourquoi est-ce que nous faisons toujours des choses de manière exceptionnelle alors que 5 ans avant, nous savions à quel moment on devait avoir les élections présidentielles? Non, c'est pas normal. Donc la réalité, c'est que tout ça ne tient pas debout. Ça ne répond qu'à un seul calendrier, la volonté d'Alpha de maîtriser le processus de bout en bout et déclarer le résultat qui voudra bien. Donc nous ne participons pas à cela. D'abord parce que nous ne reconnaissons pas les élections du 22 mars et que ce qui vient de se faire est totalement contraire à la loi et nous ne reconnaissons pas non plus. On a suivi hier la déclaration de l'opposition politique qui pose des conditions pour participer aux élections prochaines. Dites-nous, parce que vous rejetez d'abord la date du 18 octobre, mais les conditions sont tout de même au nombre de 4. L'annulation du double scrutin du 22 mars par la dissolution de l'Assemblée nationale et de la Constitution qui en sont issues. Parlez-nous un peu de ces différentes conditions citées dans vos déclarations, M. Touré. Ce sont celles que vous venez d'indiquer, qui sont les conditions d'ailleurs du FNDC. Nous n'acceptons pas l'idée d'un 3e mandat pour Alpha. Le régime d'Alpha est terminé, il est fini. D'abord, légalement, cette année, c'est la fin de son mandat, mais sur le plan institutionnel et de la gouvernance, il ne peut rien faire aujourd'hui qui peut faire repartir ce pays. Donc, considérons cela comme une page qu'il faut travailler à tourner. Nous avons posé les conditions. La première, c'est que nous n'acceptons pas le 3e mandat. Nous ne voulons pas aller à des élections contre Alpha Condé pour qu'il reste au pouvoir. Nous n'acceptons pas les élections du 22 mars. Mais comment y parvenir quand on sait qu'avec les législatives du 22 mars, vous avez tenté toutes les possibilités pour l'empêcher d'organiser les élections, ce n'a pas été possible. Comment parviendrez-vous à empêcher Alpha Condé d'être candidat à sa propre succession? Écoutez, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, il faut qu'on se comprenne bien. Arrêtez de nous parler de l'opposition comme si on était un groupe d'individus
qui veulent poser des problèmes en Guinée. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est la vie de ce pays-là. Vous avez vu à côté ici, un imam s'est levé pour appeler les gens pour protester contre la mauvaise gouvernance, les tricheries électorales et la corruption. Et c'est toutes les choses que nous avons ici. Et c'est contre cela qu'on se bat. Donc, cherchez à l'enlever. Mais c'est le problème de tous les Guinéens dont vous avez parlé tantôt. Je vous ai entendu parler du problème de l'électricité dans les quartiers, mais aussi des bonnes femmes qui se battent pour trouver à manger. Mais c'est tout ça qu'on combat. La politique, là, ne dit pas simplement « Ah, nous partons, nous, on est de l'opposition ». Nous parlons au nom du peuple de Guinée. À Bamako, ce sont les Maliens qui se sont levés. Le type est en plein dans son mandat, on demande son départ. Jusqu'ici, on allait commencer à dire « Ouais, mais la société civile ne doit pas se mêler ». L'autre vous l'a expliqué, et comme l'imam Diko vous l'a expliqué la fois dernière quand vous l'avez interviewé. Et il dit, mais moi je suis un citoyen malien. Tout ce qui ne va pas au Mali est de mon ressort. Je vous en prie, je vous parle pour cette raison. Nous sommes tous concernés par ce qui est en train de se passer ici. Les grandes gueules. Les lois, et que depuis 10 ans, on n'est pas capable de régler les problèmes les plus élémentaires de nos concitoyens et venir nous demander, non, il faut continuer cela. Mais on est contre, bien sûr. Et tout le monde devrait être contre, y compris vous. Voilà. Bien. Monsieur Sidia Touré, en direct dans cette émission. Un mot, on va s'attarder là-dessus sur cette révision exceptionnelle de la liste électorale qui est annoncée par la CENI dans le cadre, en vue de l'élection présidentielle. Vous dénoncez le fait que des délais, des étapes donc, dans ce processus aient été supprimés. Et sur, bien entendu, accord de la Cour constitutionnelle. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais ces délais n'étaient pas réintégrés dans le cadre de cette révision? Est-ce que vous allez appeler au boycott de ce processus de révision exceptionnelle de la liste électorale? Écoutez, je viens de vous expliquer que nous avons un code électoral qui fixe les conditions exactes dans lesquelles on doit réviser le fichier électoral, qui fixe les conditions exactes dans lesquels, une fois cela est fait, on doit faire les affichages, on doit faire un contentieux pour qu'on puisse avoir un fichier électoral au bout. À chaque fois qu'on soulève le problème électoral ici, on se dit non, on n'est plus par le temps. Donc nous ne pouvons pas faire tout cela. On va sauter ceci, on va sauter l'affichage, on va sauter le contentieux. Mais vous appelez ça des élections? Vous appelez ça une révision? Ça n'est pas une. Je vous demande, franchement, regardez les choses un peu de manière simplement du côté de la loi. Pas un problème opposant ou non opposant. Ça n'a rien à voir avec ça. Ensuite, quand on a fini de supprimer tous ces délais, on s'adresse à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, ce n'est pas son objet. La Cour constitutionnelle est là pour fixer les constitutionnalités des lois. Ce n'est pas elle qui doit juger de ce genre de choses, puisqu'il y a un code qui le dit. Donc moi, je suis vraiment désolé, ce n'est pas un boycott. Nous refusons cela, nous ne l'acceptons pas. Nous n'acceptons pas uniquement le débat, le délai, mais nous n'acceptons pas toute cette procédure qui ne tient pas compte du fait qu'on doit annuler les élections du 22 mars avant qu'on aille plus loin. Bien. Allez-y, Jacques. Oui, on connaît déjà vos revendications et le président de la République a semblé la dernière fois tendre la main à l'opposition. Est-ce que pour vous, c'est possible qu'on puisse dialoguer autour de ces questions ou comme dernièrement, vous exigez d'abord une communication au cours de laquelle il indiquerait qu'il ne serait pas candidat, pardon. Absolument. Vous réclamez un dialogue sous les auspices de la communauté internationale? Non, oui, mais dans un cadre bien précis. La première chose, on voudrait bien que la communauté internationale vienne, mais il faut qu'on pose un problème préalable. Alpha ne peut pas continuer à être président de la République de Guinée après ses 2 mandats. Ça doit être clair pour tout le monde. Voilà. Allez-y, Alphonse. Monsieur Sidia Touré, vous parlez de l'annulation de l'élection du 22 mars. Mais dans ce cas de figure, imaginez que le président vous accorde cette annulation et tout ce que vous demandez. On ne risque pas de se retrouver, comme l'a dit Baouri, dans un glissement de calendrier qui serait tout de même profitable au président Alpha Condé? Écoutez, pour le moment, posons les problèmes les unes après les autres. Il n'est pas dit que ce doit être le président Alpha Condé. Quand les Maliens demandent en plein mandat de IBK qu'il demande son départ, ils sont en train de trouver des solutions comment gérer ce problème-là. On ne dit pas, ouais, mais pourquoi l'imam a dit ça? Tous les Maliens savent qu'ils sont malheureux. Mais ils ne savent pas que les Guinéens donc vous demandez véritablement qu'il y ait annulation, glissement de calendrier, mais sans Alpha Condé? Mais nous, absolument pas. Bien sûr, sans Alpha Condé, puisqu'il aura fini son mandat. Bien, allez-y, Mohamed Bar. On a peur de ce mot en Guinée. Cependant, à vous écouter, j'ai l'impression, M. Touré, que l'opposition
y est de plus en plus ouverte. Transition. Est-ce que je me trompe? Non, on n'a jamais évoqué ce problème-là. Jamais. Mais si cela vient, nous aurons la possibilité d'en discuter. En attendant, il est dans son mandat. Oui, mais Monsieur Touré, aujourd'hui, on veut des élections, une élection présidentielle sans Monsieur Alpha Condé, ce qui est un fait du point de vue de la loi. Mais lorsque vous dites que le calendrier électoral n'est pas tenable, or, après le 21 décembre, M. Alpha Condé n'y serait plus président. Oui ou non, vous êtes déjà en train d'envisager une transition, même civile. Mais d'ici le 21 décembre, nous pouvons faire tout cela. Quel est le problème là? Tout ça peut se faire d'ici le 21 décembre. Allez-y, Antoine. Parlant toujours de ces élections, M. Touré, il y a l'un de vos amis, c'est le président du PADES, qui a tout de même annoncé récemment qu'il est prêt à aller à ces élections avec ou sans Alpha Condé, et ce qui est contraire à votre ligne au FNDC. Comment réagissez-vous d'abord à cette méthode choisie par Ousmane Kaba? Écoutez, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il a expliqué au sein du FNDC qu'est-ce qu'il entendait par là. Nous sommes satisfaits de ces explications. Nous continuons à revendiquer exactement les mêmes choses. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les arguments alors qui vous ont satisfait de la part de M. Kaba? Parce que sur la place publique, les arguments qu'il a soulevés, pour le moment, ont du mal à passer. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans ces explications, M. Touré? Je dis, nous nous sommes entendus par rapport à cela au niveau du FNDC. Nous avons discuté avec tout le monde, pas uniquement Kaba, avec Kouyaté, avec Seydou, alors c'est quoi le mot d'ordre au FNDC par rapport à cette élection présidentielle? Faut-il y aller en exigeant toutes les conditions, ou bien vous pensez qu'il faut les boycotter tout simplement? Mais si les conditions sont là, pourquoi voulez-vous qu'on n'aille pas aux élections? Nous sommes là, les partis sont là pour aller aux élections. Mais justement, justement, ce que dit Dr Ousmane Kaba est très important, parce que lui, il estime que il doit aller à ce rendez-vous électoral avec ou sans Alpha Condé, ce que vous n'envisagez pas. Donc il y a là clairement une ligne de démarcation assez nette entre Dr Ousmane Kaba et ce que vous préconisez, parce que le message principal qui vient du FNDC, en tout cas de ces partis qui composent le FNDC, c'est pas d'élection présidentielle avec Alpha Condé. Les grandes gueules. Nous sommes tous d'accord avec ça, y compris Ousmane Kaba. Nous sommes d'accord sur le fait que... ce n'est pas ce que Ousmane Kaba dit, M. Touré. Ousmane Kaba dit « Je serai candidat avec ou sans Alpha Condé ». C'est important, le débat, il doit se poser au sein du FNDC. D'accord. Au niveau du FNDC, nos conditions sont claires. Voilà. D'abord, le FNDC, c'est un regroupement de partis politiques, de sociétés civiles et tout ça. Il y en a qui sont intéressés par les élections, disons en tant que candidats, d'autres pas. Nous avons discuté, nous nous sommes mis d'accord sur un fait clair. Nous allons sortir le 8 juillet, c'est pour réclamer encore une fois le départ d'Alpha Condé. Si les conditions se réunissent pour aller à la présidentielle, c'est-à-dire, premièrement, vous l'oubliez, la révision du fichier électoral. On est parti d'un fichier de 11 millions et quelques pour tomber à 8 millions 600. C'est quand nous avons protesté que ce fichier est tombé à 5 millions 300. Et quand il est tombé à 5 millions 300, on dit non, mais vous venez plus. Nous voulons que ce fichier qui contient toutes sortes de choses puisse être renseigné. Si vous n'avez pas de fichier et que votre adversaire détient un fichier à lui propre, qu'est-ce que vous allez faire aux élections? Puisque c'est lui qui va donner les résultats. Ce sont ces choses qu'il faut régler. L'élection, ça ne veut pas dire simplement aller sortir dans la rue, crier « je suis candidat ». C'est de s'assurer que vous avez vos bureaux de vote, que vous avez vos délégués, que le fichier qu'on vous a présenté, il est consensuel et que vous avez pu le vérifier vous-même dans tous les pays. C'est comme ça que ça se fait. Bien. Monsieur Sidia Touré, en direct dans cette émission. Allez-y, Jacques. On vous a aussi annoncé la dernière fois l'installation des conseils de quartier. C'est plutôt et de district. Oui, c'est plutôt l'élection qui a le plus duré depuis 2018. On est plein là-dedans. Est-ce que ça vous intéresse encore, ou bien c'est quelque chose qui n'a plus d'importance? Il faut prioriser la présidentielle. Non, tout a une importance. Nous avons fait des élections après avoir attendu 8 ans. On finit les élections en 2018, ça fait 2 ans qu'on ne les finit pas. On annonce les conseils de quartier, mais on oublie de parler des conseils régionaux. Normalement, ça va ensemble. Est-ce que vous avez entendu un mot là-dessus? Parce que si on le fait
le RPG n'aura que 3 conseils régionaux sur 8 qui seront les 5 États affichés à l'opposition. Donc, voilà les réalités de la Guinée. On met ce qui nous arrange et on saute le reste. Selon la même loi, on met les conseils de quartier, les présidents de district. La même loi dit que les conseils régionaux doivent se faire dans les 8 régions de la Guinée. Et compte faire avec les élus, le RPG en aura 3, 8. Donc on n'en parle pas, on saute ça et on passe à autre chose. Voilà comment ce pays est géré. Bien. Monsieur Sidya Touré, allez-y, Alphonse. Monsieur Sidya Touré, ces derniers temps, la presse déjà s'en plaint avec ce qui se passe sur la loi sur la HAC, mais il y a aussi les politiques dont on attend les plaintes liées à la relecture du code électoral. Apparemment, la lecture qui a été faite quand l'UFR était à l'Assemblée n'a pas suffi. Il y a une nouvelle lecture. Quel est votre regard sur cette situation? D'abord, il est absolument interdit, selon les indications de la CEDEAO, qu'on puisse modifier les textes inhérents aux élections à 6 mois des dites élections. Donc, on ne peut pas réviser le code électoral maintenant. Comme on ne peut pas réviser, proclamer une nouvelle constitution dans la mesure où on ne sait même plus sur quelle constitution on est en train de travailler. Donc, nous, on n'est pas intéressés par ça, parce que le texte qui était là reste toujours valable. Voilà. Bien. Monsieur Sidya Touré, en direct, ouais, allez-y, on continue. Monsieur Sidya Touré, de l'autre côté, votre regard sur la révision de la loi sur la HAC. Parce que vos amis de la presse, ne l'oublions pas, vont se retrouver carrément en minorité dans l'institution. Quel est votre regard? Mes amis de la presse, c'est la presse guinéenne qui représente le 4e pouvoir dans tous les pays. Nous nous sommes battus du temps de Lansana Conté pour obtenir en 2005 la libéralisation des zones. Alpha arrive, il veut réfréner tout cela. Qu'est-ce qu'on fait? On vous menace quand vous essayez de diffuser des messages qui ne plaisent pas. On vous menace de fermer vos radios. Depuis quand vous avez entendu ça autant de Conté ici? C'est totalement anormal. La HAC a 5 représentants de la presse. Comment voulez-vous ramener ça à 2 et dire que dorénavant, je ne sais pas, c'est le président qui va nommer? C'est n'importe quoi. Bien. C'est un retour au parti unique. Il faut se battre contre cela. Et là, ce n'est pas un problème de parti politique, encore une fois. C'est un problème de société. Et en ce qui concerne la Guinée, ça vous concerne, ça nous concerne, ça concerne le Guinéen lambda. Bien. Monsieur le président de l'UFR, j'ai lu également dans votre déclaration d'hier, la déclaration donc, de l'opposition politique, que cette opposition réclame un organe de gestion des élections compétent, neutre et impartial. Qu'est-ce que ça sous-entend, ce message? Non, ça sous-entend que les nominations du président et autres ne peuvent pas se faire quand il y a la société civile. On essaie de caporaliser tout ça et on en fait quelque chose qui répond directement à l'appel du président. Alors est-ce à dire que finalement vous remettez en cause la CENI dans sa composition actuelle? Écoutez, ça c'est un débat qu'on ouvrira. Nous estimons que tant que ça fonctionne de cette manière-là, ça va nulle part. Puisque le gouvernement a caporalisé les 2 de la société. Oui, mais Monsieur Touré, là, je pense que les chantiers que vous annoncez là sont extrêmement grands. Et à mon avis, s'il faudrait aller au bout, clairement, on va se retrouver dans une transition. Une chose que vous ne voulez pas du tout envisager. Mais si aujourd'hui, il faut réformer la CENI, il faudrait déjà retourner à l'Assemblée nationale pour revoir déjà la loi là-dessus. Et puis, tout pratiquement va changer, y compris le calendrier électoral sur lequel vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est pratiquement un plan de transition qu'on entend là, M. Touré. Non, moi je ne vais pas parler de transition. Moi je vous ai dit que d'ici décembre, on peut faire tout cela. Voilà, c'est tout. Ma position, elle est très claire. Je crois qu'on peut bel et bien le faire. Il n'est pas dit que nous devons refaire toute une série, mais le jour où on aura un fichier propre ici, mais les problèmes se poseront de manière différente. Non, mais ce qu'on entend là, et que peut-être vous ne dites pas clairement, c'est que la CENI actuelle, dans sa configuration actuelle et dans son fonctionnement actuel, n'est pas l'organe à même de permettre à la Guinée d'envisager des élections crédibles. Alors, qu'est-ce que vous réclamez concrètement, M. Sidya Touré? Parce que le message semble sibyllin dans la déclaration qui a été rendue publique hier. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont c'est géré. Mais je dis, Alpha est à son 3e ou 4e président de la CENI, hein, il les dévore, il les digère. Donc nous disons, c'est rompre, comme il le dit lui-même, ce cordon ombilical qu'il y a entre le président de la CENI et la présidente de la République, pour peut-être
faire en sorte que la société civile, les partis d'opposition, tout le monde puisse jouer son rôle. Alors très clairement, qu'est-ce que vous voulez pour la CENI? Est-ce une recomposition? Qu'est-ce que vous attendez? Puisque son mode de fonctionnement ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous voulez très concrètement? Puisque les deux personnes venant de la société civile semblent poser problème. Vous n'avez pas manqué de le signaler. Ahmed, c'est le lien incestueux qu'il y a entre le président de la CENI et la présidence de la République. C'est le problème numéro 1. Ça. Quand on aura réglé ça, on aura réglé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le président de la CENI reviendrait certainement à demander à la société civile d'envoyer d'autres représentants. Est-ce que vous comptez, vous qui êtes déjà allié à la société civile, notamment au sein des FNDC, est-ce que vous pouvez aujourd'hui parvenir à la convaincre de changer ses représentants au sein de cette institution? Ahmed, ce que nous voulons changer, c'est comment le processus électoral s'enclenche en Guinée. Quand on le fera de manière vertueuse, tout le reste suivra. La communauté internationale est venue ici à refuser qu'on puisse mettre en marche cette fameuse élection dans les conditions qu'on connaissait, parce qu'il y avait 2,5 millions de personnes fictives, de doublons, de toute autre chose qui y figuraient. On commence par respecter. D'accord. Au même moment, chez nos voisins maliens, dans un premier temps, la société civile est allée jusqu'à réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale, mais aussi de la Cour constitutionnelle. Or, cette dernière institution a surpris plus d'un en enregistrant les uns après les autres la démission de ses membres, qui étaient pourtant mis en cause après la dernière élection. Est-ce que vous attendez à un tel scénario en Guinée? Et deuxièmement, le professeur Alpha Condé pratiquement propose une sorte de médiation au peuple malien. Quelle est votre lecture de cette autre aventure que le chef d'État guinéen veut engager du côté du Mali? Oui, ça c'est la chose, des amis maliens m'ont appelé, c'est la chose qui m'a... Je suis tombé par terre. Vous savez, hein, les Maliens se sont réveillés, ils ont juste manifesté 2 fois. Tout le monde est en émoi parce que la démocratie a encore des moments solides, des structures solides au Mali, les civils, les partis politiques, les imams, tout le monde s'est levé pour dire non. Alpha se lève ici, il appelle Moussa Traoré, l'ancien dictateur de ce pays-là. Il appelle ATT, il appelle tout le monde, l'imam Diko, il faut vous entendre, ainsi de suite. Mais personne n'est mort là-bas. On a tiré sur personne. Donc on ne peut pas dire que la crise est devenue tellement grave qu'on ne peut même pas la structurer. Lui, il tue des gens ici à longueur de journée. La dernière fois à Koya, il n'y avait pas 200 personnes dans la rue, il y a 8 morts. On devrait appeler les gens pour venir ici. Alors je ne comprends pas ce que lui va faire au Mali ou... Bon, allez faire. Personne ne l'a appelé. Donc il continue de téléphoner là-dessus. Je trouve ça totalement indécent. Bien. Nous sommes dans une situation qui a causé plus de 100 morts. C'est ici qu'on doit envoyer les gens. On l'a d'ailleurs dit à la CEDEAO. Bien. Monsieur Sidia Touré, sur un tout autre volet, cette fois-ci lié à la crise économique, à la crise du Covid et les conséquences économiques, l'État guinéen a pris des mesures pour contrecarrer l'effet du Covid-19 sur l'économie guinéenne. Votre lecture en tant que spécialiste du domaine? Ben ça, c'est du vent. Ça ne veut rien dire, ça. Quand vous dites aux gens, nous allons prendre en compte vos factures d'électricité. Mais où est l'électricité? Vous dites que vous prenez en compte l'eau. Mais où est l'eau? Ensuite, les transports. Où sont les transports publics en Guinée? Il y a combien de bus qui circulent ici? Est-ce que vraiment il y en a 10 ou 20? Dans une ville de 2 millions d'habitants où il devrait en avoir au moins 1000. Mais de quoi parle-t-on? Ça, c'est juste pour faire du papier. Bon, on va dire à l'extérieur, voilà les dispositions que nous avons prises. Mais au niveau du Guinéen lambda, et qui est l'objet économique de tous les débats que nous avons là. En quoi ça peut impacter sur lui? Qu'on dise qu'on prend en charge un courant qui n'est pas là, ou bien on prend en charge de l'eau qui n'existe pas, ou un transport public qui n'existe pas. Monsieur Sidia, il faut encore arrêter de parler pour parler. Monsieur Sidia, on ne peut pas tout de même tout peindre en noir, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de courant. Il y a tout de même le courant que les Guinéens constatent et qui, on leur épargne tout de même le paiement des factures durant 3 mois. C'est tout de même un acte à saluer, vous ne pensez pas? Mais s'il n'y a pas de fourniture, ça sert à quoi les factures?
Allez-y, Jacques. Oui. Alors, il n'y a pas que ces mesures qui sont d'ordre social. Il y a des mesures qui consistent à consacrer des allègements fiscaux sur les produits, les produits de consommation. Et pour la première phase déjà, il y a des mesures qui avaient été prises et ça n'a pas permis en tout cas de constater la baisse du prix du riz par exemple. Mais cette fois-ci, on parle d'exonération au niveau du port autonome de Conakry. Dites-nous bien comment est-ce que vous percevez cette mesure, parce qu'en même temps, le gouvernement voudrait garantir la sécurité alimentaire à l'interne avec les producteurs locaux. Comment vous percevez et comment vous vouliez en réalité que ça soit fait? Là que vous venez de régler la question vous-même, qu'est-ce qu'il y a comme politique en Guinée ici? Avons-nous une politique agricole pour encourager nos parents à produire plus dans un secteur qui, comme je l'ai toujours dit, représente 75% de nos populations? Devons-nous les encourager à faire en sorte qu'il y ait une plus grande production ici, ou devons-nous subventionner l'arrivée massive de riz qui va les concurrencer et les mettre dans des situations difficiles? Il faut réfléchir aux choses, il ne faut pas réécrire ce que les autres ont écrit. Il faut voir quelle est la situation guinéenne pour pouvoir s'adapter à cela. Je ne suis pas pour l'idée qu'on doit supporter, aider le paysan pakistanais qui envoie son riz ici et laisser nos paysans avec les problèmes qu'ils ont. Bien, M. Sidia Touré, président de l'UFR, en direct dans cette émission. Deux dernières questions, Mohamed Mara, allez-y. Je veux quand même revenir sur le point de vue ou la lecture que M. Touré fait de toutes ces manifestations aujourd'hui pour réclamer l'électricité, et parfois avec beaucoup de violence, mais plus particulièrement ce qui s'est passé hier du côté de Matoto Habitaya, quand même chez une personnalité de l'État, et que des citoyens finalement pensent être responsables de leur misère. Vous qui avez dirigé cet État, quelle est votre lecture de ce ressentiment que des populations pourraient avoir de plus en plus envers des gouvernants de notre pays? Parce que les gens ne se retrouvent pas. Ils ne savent plus à qui s'adresser pour régler les problèmes qui les assaillent. Les questions d'électricité, d'eau et autres dans une ville, ce sont des questions fondamentales, essentielles. Quand vous levez le matin, en tant que Guinéen, ce sont les premières choses auxquelles vous vous attendez. Si depuis 10 ans, on n'a pas pu régler ça, ça crée vraiment des frustrations énormes. Cela ne veut pas dire que ça justifie qu'on a attaqué chez quelqu'un. Mais vous avez vu à Cancan avant-hier, c'était la même chose qu'il y avait. Il y a quelques jours à Kamsa, il y a eu mort d'homme autour de la même question, mais c'est tous les jours ça. Nous avons un problème fondamental que vous ne devez pas oublier. Ce régime a été incapable de satisfaire les besoins essentiels des Guinéens. Bien. C'est 10 ans. Hein? Donc après cela, tout le reste s'en va dans tous les sens parce que les gens ne croient plus à rien. Ils ont l'impression que les gouvernements qui sont là ne travaillent pas pour la satisfaction de leurs besoins essentiels, mais s'ils sont occupés à autre chose. De temps en temps, on s'en prend à quelqu'un qui n'est pour rien dans quoi que ce soit. Mais bon sang, c'est parce que la situation est totalement hors contrôle. Bien. Monsieur Sidia Touré, notre invité exceptionnel ce jeudi. Nous allons passer à ce petit test. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, ça ne lui ressemble pas, M. Sidia Touré, donc on va le soumettre à ce test. Il va répondre à ces questions par oui ou par non. Première question, Mohamed Mara. Monsieur Sidia Touré, oui ou non, le FNDC recèle en son sein des partis politiques qui, en réalité, jouent double jeu? Non, pas du tout. Monsieur Sidia Touré, oui ou non, s'il y a élection le 18 octobre, vous serez candidat? Non, dans ces conditions, non. Il faut que les conditions changent. Voilà. Allez-y, Jacques. Oui ou non, vous croyez énormément à la communauté internationale? C'est pas une question. Qu'est-ce que ça veut dire, vous croyez à la communauté internationale? C'est bien une question. Vous avez plusieurs fois fondé espoir sur la communauté internationale pour sortir de la crise. J'ai bien envie de comprendre si vous continuez à croire toujours. La communauté internationale est descendue au Mali il y a 3 jours parce qu'il y a des problèmes. Elle viendra pour les mêmes raisons. Ça ne veut pas dire que je crois en eux. Ils viennent faire leur travail. Voilà, bien. moi je leur dis ce que je dis pas. Bien. Allez-y, Antoine.
Oui ou non, Monsieur Touré, en 2020, si Alpha Condé n'est pas président, Sidya Touré maintient ses propos de l'interview de Jeune Afrique, il sera président de la République. Mais je crois qu'on se bat pour être président. Hein. Moi, je ne vois pas quel est le mal qu'il y a en cela. Dernière question. Oui ou non, monsieur Sidya, avec les conditions que vous dénoncez, on risque de se retrouver dans un glissement de calendrier avec Alpha Condé? Non, Alpha va en fin d'année. D'ici là, si on se lève, on peut tout régler. Bien. Peut-être votre message de la fin, monsieur Sidya Touré, message pour vos militants et pour la Guinée. Voilà, surtout pour la Guinée, parce que nous sommes dans une situation vraiment dramatique. On a assisté à des décès vraiment partout. Les gens ont été tués en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en forêt. Les gens sont morts, mais pour demander simplement leurs droits. Ce régime, depuis 10 ans, nous a mis dans la pauvreté absolue. Descendez plus bas, regardez où en sont les Guinéens. Sortez dans vos rues, regardez où est-ce que nous en sommes. Et il y a un problème de santé ici aujourd'hui, vous comprendrez. Je crois qu'il est temps de demander à Alpha de prendre ses bagages et de quitter. 10 ans de présidence sans résultat, avec une corruption endémique, mais à des niveaux insoupçonnés, j'estime que c'est assez. Mon message aux Guinéens, c'est dressez-vous contre cela. Ce n'est pas un combat d'un parti politique, parce que dans la mesure où on sait que les choses n'avancent pas, on va essayer d'établir une autocratie ici. Ce sera un contrôle de toutes les institutions. C'est ce qui commence par la règle et qui va continuer avec d'autres institutions encore pour rendre une seule personne responsable de la gestion du pays selon ses caprices. Arrêtons ce processus. Faisons en sorte que nous ne retombons pas dans un troisième mandat dans lequel on n'a aucune nouvelle solution. Je dis aux Guinéens, levez-vous pour vous battre pour vos droits. Regardez les Maliens. Ce n'est pas une affaire d'imam, ce n'est pas une affaire de prêtre, ce n'est pas une affaire de syndicat, c'est une affaire de Guinéens. Tous ceux qui en Guinée souffrent, et c'est 100%, c'est même pas 99% de nos compatriotes, tous ceux qui souffrent de ce régime depuis 10 ans devraient se lever pour dire ça suffit comme ça. Bien. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bien. Tous ceux qui souffrent de ce régime devraient se lever pour dire ça suffit comme ça. Le message de M. Sidya Touré, président de l'UFR, qui était notre invité ce jeudi. Il nous explique à vous dire merci, grand merci M. Touré, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Dernière ligne droite au compte de cette émission, on va découvrir ensemble ce dispositif appelé le Smart Désinfectant, qui donc a été mis en place par cette jeune entreprise du nom de C-Soft, Continental Soft. En réalité, un tunnel de décontamination et de désinfection. Il est à notre compagnie, vous le découvrez, il est sous ce plateau, monsieur Mohamed Souaré, il est développeur donc chez cette société C-Soft. Il est à notre compagnie pour nous parler de ce dispositif. Bonjour à vous, monsieur Souaré. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, dans un premier temps, présentez-nous ce dispositif. Je pense qu'il a connu une évolution depuis la première version. Bien sûr. Oui. Vous savez, ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le terrain. On était en Europe avec mes associés. Suite à l'évolution de la pandémie, on s'est engagé pour faire des solutions pour la propagation du virus. Donc, avec les kits, le tunnel désinfectant, c'est un dispositif. Et il y a des capteurs intégrés et des tablettes, c'est soft. Une fois que vous rentrez dedans, ça détecte la présence de la personne et ça lance le système de pulvérisation. Je ne sais pas si on peut voir, on peut découvrir ce dispositif avec la régie parce que les images ont déjà été transmises. Allez-y. Oui. Donc, une fois que vous rentrez dedans, ça détecte la présence de la personne, ça pulvérise avec les solutions hydroalcooliques, c'est le produit qui est là. Donc, ça a été fait par notre partenaire de laboratoire. Donc, en fonction de ça, maintenant, une fois que vous quittez à l'intérieur du tunnel, ça se coupe aussi.
Donc, ce tunnel, comment il fonctionne? Comment il aide à lutter contre le virus? Oui, les produits qui est dedans, en fait, ça tue les virus sur les habits et sur la peau aussi. Bien, allez-y Alphonse. Donc, si on est en train de comprendre, au-delà du lavage des mains, votre tunnel permet de protéger tout le corps. Justement, ça désinfecte. Et aujourd'hui, donc si je comprends bien, c'est-à-dire que s'il était installé ce dispositif à la rentrée d'Adafo, chaque visiteur, chaque travailleur qui passe par ce tunnel ou à l'intérieur de ce tunnel, il est désinfecté. Il est prévenu en ce moment contre le virus. Abokar, bon, moi j'ai bien envie de comprendre, en profane en technologie, qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne va pas se faire mouiller, par exemple, en entrant dans le tunnel? Comment ça se passe? Non, pulvérisation. C'est la sous forme de pulvérisation, des bis en fait. On a la tête, c'est des bis. Ça ne mouille pas en fait. C'est comme c'est du parfum. Si vous mettez du parfum, vous devez le faire 5 secondes. Si vous direz à l'intérieur, pendant par exemple 10 secondes ou 20 secondes, là vous pouvez être mouillé. Mais si normalement, la recommandation c'est 5 secondes. 5 secondes. Allez-y, juste le coup d'un passage. Et est-ce que votre œuvre a déjà fait ses preuves quelque part? Et à ce jour, vous êtes à quel niveau avec l'ANSS, avec les autorités guinéennes? Bien. C'est à quel niveau? Je suis allé à l'ANSS, on a déposé les tunnels là-bas et la documentation. Ils nous disent qu'ils vont nous rappeler. On n'a pas eu la suite, mais heureusement, il y a le vice-gouverneur de la Banque centrale, M. Baïdi Arigo, qui m'a soutenu et ça a été installé à la Banque centrale, à la douane et au port autonome et à la GAC aussi qui a commandé. Et il y a d'autres pays aussi qui sont intéressés. Et combien coûte ce tunnel? Bon, ça dépend des options en fait. Donc, minimum, ça commence à 15 millions jusqu'à 50 millions. Okay. Et au niveau du gouvernement, comment c'est perçu? Est-ce que le gouvernement a fait quelque chose pour quand même promouvoir ce dispositif qui est quand même un outil destiné à lutter contre le coronavirus? Pour l'instant, d'abord, on a rédigé le courrier envoyé dans chaque ministère. On attend la réponse d'abord. Bien. Une dernière question? Une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes à Espace, les Guinéens vous écoutent et sûrement le gouvernement. Quel est le message? De quoi avez-vous besoin pour vraiment valoriser le travail que vous avez fait? Voilà. Parce que c'est qu'on a besoin vraiment du soutien du gouvernement. Parce que vous savez, après Covid, il y a d'autres solutions qu'on a prévues avec ce tunnel. Ça peut être une cabine de télémédecine, ça peut être par exemple un détecteur de métaux, comme les SAS en fait, dans les aéroports. On peut les transformer aussi. Donc il y a plein de projets qu'on peut... Allez-y Mohamed, pour clore. En fait, moi j'entrevois déjà une reprise économique dans notre pays, comme on l'a vu dans certains pays européens. Ouais. Par exemple, chez nous, on a mis fin au championnat, mais par exemple pour des écoles ou des universités, quel pourrait être l'apport d'un tel... Est-ce que vous ne pensez pas que la vulgarisation d'un tel matériel pourrait amener à quand même sauver, par exemple, l'école guinéenne ou certaines entités économiques indispensables? Justement. Vous savez, avec ça, aujourd'hui, là, bientôt, il y a l'annonce de l'ouverture des écoles. Si on plaçait ça dans chaque école, ça peut éviter la propagation. Bien. Et une commande massive pour bien. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour cela que c'est local. Ce dispositif, donc, certainement que vous allez découvrir, c'est déjà passé en tout cas sur d'autres canaux. Ce dispositif Smart désinfectant, donc, qui pourrait contribuer à limiter la propagation du coronavirus, qui pourrait tout simplement être installé devant les écoles, les universités qui vont rouvrir dans un peu plus de 72 heures dans notre pays. C'était donc M. Mohamed Souaré qui est développeur donc, chez cette société C-Soft. Ça n'est terminé pour le numéro d'aujourd'hui. Merci à tous les chroniqueurs de ce jour. Grand merci à l'équipe des réalisations, Amadou Sow à la radio et toute l'équipe du côté de la télévision. Donc j'ai reçu la liste. Mamoudou Kondé, Steve Le Guinéen, donc qui coordonne tout ceci, Mnala Sidibé, Kadia Toutouré, donc c'est l'équipe du jour du côté de la régie. Les programmes continuent à la radio, à la télé. Vous les avez écoutés à la radio et regardez à la télévision un peu partout. Nos pensées à nos téléspectateurs de Kidia. Bonne journée en compagnie de nos programmes.